qu'on propose à nos clients, c'est de composer leur propre smoothie. Ça veut dire que s'ils avaient des préférences, supposons que vous aimez le fruit de la passion, l'ananas et le bissap, vous pouvez composer le smoothie et une fois qu'il est bon, on le nomme d'après vous. Et ça fait que vous avez votre propre smoothie dans nos locaux, vous pouvez ramener des gens pour goûter. Et c'est vraiment ce lien-là qu'on avait envie de créer avec le client. Au-delà du produit qu'on offre, c'est vraiment un sentiment d'appartenance qu'on a envie de véhiculer vis-à-vis de nos clients. Parce que l'expérience client est au centre de tout ce qu'on fait. Donc Smoothie a été créé le 3 mars 2018. Ça fait un peu plus de 7 ans qu'on est dans le paysage malien. Et on est le premier bar à smoothie à exister au Mali. C'était un gros challenge au début. Aujourd'hui, on s'est fait une très belle clientèle qui vient quotidiennement. C'est vrai que la vision n'est pas complète à 100%, mais on y contribue et on y avance un peu chaque jour. Pour lui, la création de Smoothie BKO est à la fois une immense fierté et un challenge relevé avec succès. Il y investit toute son énergie, animé par un objectif clair, la satisfaction totale de ses clients. Grâce à ses efforts acharnés, il a bâti une entreprise solide, portée par une équipe compétente et engagée. Donc c'était une fierté d'avoir pu créer quelque chose que j'avais visualisé. Mais c'est vrai que c'était juste le début de l'aventure. Au début, c'était une grande fierté de dire « Ah, finalement, j'ai mis en place le truc ». Mais c'était quand même un parcours du combattant. Parce que le jour même où on a ouvert, c'était en plein mois de mars. Chaleur, pas d'électricité, j'avais pas de groupe électrogène. Et moi, j'avais fait une publication sur Facebook en disant aux gens « J'ouvre mon premier bar à smoothie, mon premier restaurant. Venez nombreux, 50% de réduction ». Et moi, je suis la personne qui est à l'écoute, qui aide les gens, mais je déteste demander de l'aide. Donc ça fait que quand j'ai dit ça, je pense que les gens ont beaucoup aimé et donc ils étaient dans un élan solidaire de venir donner de la force. Il y avait énormément de monde. Et ça fait que le fait qu'il y avait déjà une coupure d'électricité le jour de l'ouverture, c'était compliqué. J'avais pris un chef qui devait venir m'aider, qui devait venir à 10h, qui s'est pointé à 17h. Donc rien n'allait comme je voulais, mais je me suis dit, bon, dans tous les cas, on est dedans, donc on continue. Et moi, tout l'argent que j'avais, je l'avais mis dans Smoothie. Ça veut dire qu'on tournait avec le chiffre d'affaires de la veille. On n'avait pas vraiment de fonds de roulement. J'avais mis tout ce que j'avais. Et je travaillais à côté. Donc ça fait que j'avais de très longues journées. Je sortais de chez moi à 6h du matin. Il fallait finir le travail, il fallait repartir à Smoothie. J'avais des journées de 18h. La première année, j'étais quasiment anorexique. J'avais perdu 13 kilos. C'était cardio. Et beaucoup de gens me disaient que, bon, c'est vrai que j'avais une vision, certes, mais c'est quelque chose qui n'allait pas marcher. C'est que les Maliens n'allaient pas juste aller acheter des jus. Bon, c'était un projet que j'avais, mais d'être réaliste. Moi, j'avais ma vision et je savais que ça allait prendre du temps, mais je savais que ça allait prendre. Donc c'est vrai c'est ce qu'on appelle le couloir de la mort. Je pense que tous les entrepreneurs, peut-être que même vous derrière la caméra, êtes passés par ce couloir-là. Je pense que quand on est dedans, c'est compliqué, mais le but c'est d'avancer et d'arriver à la fin du couloir. Donc les 2 premières années étaient très très dures. J'utilisais mon salaire même pour payer mes employés. À la fin du mois, j'avais assez d'argent pour l'essence et pour le crédit. Je me disais que j'avais pas beaucoup de dépenses, donc voilà, on y allait à fond. Et une des premières difficultés que j'ai eues avec Smoothie, c'est le premier mois, j'avais 2 employés, les 2 m'ont lâché à la fin du premier mois. Un m'a dit que sa grand-mère était malade, je crois qu'elle est toujours malade, ce qui n'est jamais revenu. Et le deuxième m'a lâché. Donc malheureusement, je me retrouvais seul. Et ça fait que moi, je travaillais et je devais venir faire l'ouverture, balayer devant chez moi, faire le ménage. Et je devais trouver quelqu'un même pour tenir la caisse. Entre-temps, je demandais à ma maman si elle pouvait venir à la caisse rapidement dès qu'il y avait une commande. Je revenais et je faisais la commande. C'était marrant. Et je me disais, je n'ai pas créé une entreprise, j'ai créé un deuxième emploi. Mais je disais, c'est vrai que les ressources humaines sont très compliquées, mais dans tous les cas, je trouverai le bon profil. On a continué petit à petit. Et j'ai testé beaucoup de gens que j'ai laissés plus tard. Bon, après, petit à petit, je suis quand même tombé sur la bonne équipe. Quelles que soient les difficultés, l'essentiel pour Abba était de rester motivé, de persévérer et d'offrir des produits de qualité. Après 2 années d'efforts constants et de travail acharné, il commença enfin à entrevoir le bout du tunnel et à récolter les fruits de sa persévérance. Ça a commencé à prendre, on a commencé à avoir une clientèle très fidèle qui venait tous les jours. On a commencé à pouvoir mettre de l'argent de côté. Moi, tout de suite, je me suis dit que j'allais rénover. Moi, j'aime beaucoup créer de nouvelles choses à chaque fois. J'aime beaucoup, en fait, que le client en ait pour son argent. Que le client se dise, c'est vrai que je consomme ici, mais je veux voir qu'il y ait un petit changement quand je viens, que j'en ai pour mon argent. Et je dessine des meubles en bois aussi, donc j'aime beaucoup l'artisanat. Donc ça fait que j'ai concilié les deux, j'ai changé la décoration, les gens l'ont très bien pris. Ça fait un buzz, ça fait beaucoup de clientèle et là, franchement,
je pense qu'on a multiplié par 4 ou même par 5 le chiffre d'affaires. Là, on était sur notre lancée. Alors que son entreprise commençait à prospérer, Abba se retrouva confronté à un nouveau défi. Il peinait à répondre à la forte demande, notamment en matière de gestion des stocks. Le volume était là. Ce qu'on voulait avant, on l'avait maintenant. Comment faire en sorte de pouvoir répondre à cette forte demande-là? Donc là, finalement, je me suis dit, autant monter une centrale d'achat. Une centrale d'achat qui va approvisionner le restaurant, qui sera le fournisseur du restaurant. Cette centrale-là aura toujours du stock et pourra approvisionner le restaurant pour qu'eux puissent répondre à la demande. Et c'est ce qu'on a fait, et comme ça, la société a continué à grandir. Lorsque son entreprise connaissait enfin le succès, Abba dut faire face à un nouveau dilemme. Occupé par un autre emploi en parallèle, il constata que son activité lui demandait de plus en plus de temps et d'énergie. Il devait désormais trancher, conserver son poste salarié ou se consacrer pleinement à son business à smoothie. Donc j'aimais beaucoup mon travail, j'étais bon dedans, mais j'aimais beaucoup aussi l'entrepreneuriat. Et la réalité, c'est que à force de vouloir courir derrière 2 lièvres, finalement on perd les 2. Donc je me suis dit à un moment que je devais faire un choix, c'était soit je continuais dans le salariat, soit je mettais tout ce que j'avais dans l'entrepreneuriat. Parce que je me dis, quand on a un plan B, on ne se donne pas à 100% sur le plan A. Donc là, finalement, j'ai démissionné en mars 2021, je me suis mis à mon compte. J'ai demandé à ma femme si elle avait assez confiance en moi pour parier sur moi comme ça. Elle m'a dit bien sûr, elle m'a dit que dans tous les cas, si moi je le sentais bien, elle était totalement d'accord avec moi et qu'on pouvait y aller. Donc j'ai laissé le cabinet d'expertise comptable en mars 2021, je me suis mis sur Smoothie à plein temps et j'ai développé mon cabinet de conseil. Entièrement dédié à Smoothie, Abba devait désormais mettre en place des stratégies pour développer rapidement son entreprise et en accroître la rentabilité. C'est ainsi qu'il eut l'idée de créer son propre champ de fruits afin de produire lui-même l'intégralité des ingrédients utilisés pour ses smoothies, tout en conservant un contrôle total sur la qualité de ses produits. On va dire pour avoir la culture qu'on veut, on est obligé d'avoir de l'eau. Et nous, le problème qu'on avait, c'était le problème d'eau. On avait un puits, certes, mais avec un puits, tu ne peux pas travailler 1 hectare, par exemple. On a fait un forage, mais qui nous a seulement donné 1 mètre cube d'eau, tu vois, malheureusement. Alors qu'on avait prévu 5 à 10 mètres cubes d'eau. Donc là, malheureusement, je devais refaire un 2e forage, en sachant que c'est très coûteux. Et en sachant qu'il y avait un timing à avoir, parce que nous, on veut vraiment faire de la contre-saison aussi. Donc c'est le moment pour le faire. Là, on s'apprête à creuser un 2e forage encore. Une chose qui n'était pas prévue, mais il faut faire avec. Avec son champ d'1 hectare entièrement clôturé, un défi majeur se pose. La terre très argileuse devient impraticable dès les premières pluies, rendant l'accès des machines presque impossible. Ce qu'on avait fait dans un premier temps, c'est que la terre, on ne l'avait pas travaillée depuis longtemps, donc il fallait déjà tuer les termites qui étaient là, mettre des produits pour tuer les termites. Bon, on devait enlever les troncs d'arbres. Après là, on va totalement désherber, ramener un tracteur qui va travailler la terre, mettre des engrais organiques dedans et mettre le système de goutte à goutte. Dans le souci d'offrir à ses clients une expérience gustative exceptionnelle et de maîtriser son produit de bout en bout, il a choisi de produire lui-même ses fruits. Pour cela, il investit dans un champ situé à l'écart des habitations, où il prévoit d'installer un système de forage. Mais avec cette terre, rien n'est jamais simple. Chaque avancée demande du temps, de la persévérance et un engagement sans faille pour atteindre le résultat escompté. Donc on fera le forage là, on a le château juste derrière et on fera un système de goutte à goutte. On va vraiment avoir des sortes de lignes comme ça pour chacune des plantes qu'on mettra. On mettra surtout des mangues, bananes, des agrumes. On va quand même faire du maraîchage aussi pour rentabiliser. Ce sera du piment, du gombo. Ce sera vraiment des lignes toutes propres, très très bien fait. Un système de goutte à goutte qui passera. Donc on aura de la quantité d'eau qu'on veut pour chacune des plantes. Et moi, ce que je veux, c'est que moi, je produis énormément de déchets. À Smoothie, par exemple. Je produis énormément d'épluchures d'ananas, de bananes, d'oranges, etc. Et ce serait de faire moi-même des engrais organiques qu'on va réutiliser au champ. Donc, rien ne se perd, tout se récupère, quoi. Franchement, théoriquement, c'est pas bien compliqué. Parce que le plus dur, c'est d'avoir de l'eau déjà. S'il y a suffisamment d'eau, oui. Parce qu'on a fait un château d'eau de 10 mètres cubes, c'est 10 000 litres d'eau par heure. Donc on va connecter, le forage va alimenter le château d'eau et le château d'eau va stocker 10 000 litres par heure. Donc
Avec 10 000 litres par heure, normalement, c'est très simple. Tu vois, c'est même trop pour un hectare, quoi. On a fait un château de 10 mètres cubes en se disant qu'on va étendre. Ça pourra desservir tout le champ. Moi, j'ai une vision depuis que j'ai commencé. Je suis souvent dur avec moi. C'est vrai que le parcours est long, on a fait beaucoup de choses, mais moi, je dis que je suis à 10% de ma vision. Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais j'y avance et j'y vais petit à petit. Moi, personnellement, j'ai un besoin de réussir. C'est même pas une envie, c'est un besoin. Et des fois, je me demande d'où ça vient. Moi, j'ai perdu mon père très tôt, par exemple. J'ai perdu mon père quand j'avais un peu moins de 13 ans. Et c'est vrai que ça a totalement changé nos vies, quoi. C'est vrai, perdre une figure paternelle, c'est beaucoup déjà, mais ça a vraiment littéralement changé notre cadre de vie. Et je pense que même ça m'a donné une autre rage de réussir. Moi, j'étais le seul garçon chez moi. J'ai dû être un homme très très tôt. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup responsabilisé. Et le fait d'être... Moi, je suis quelqu'un de têtu, mais têtu dans le bon sens. J'ai du mal à abandonner. Quand je commence quelque chose, en fait, il faut que ça marche. Je peux avoir des périodes down, mais moi, je me dis qu'à la fin, dans tous les cas, ça marchera. Donc, j'ai même pas d'autre choix que d'avancer. Donc, je pense que ce mindset-là, je l'avais avant d'y aller, mais j'ai été confronté à tellement de péripéties en France que j'ai cultivé encore plus ça, je dirais. Abba est convaincu que l'Eldorado se trouve ici, en Afrique. Il croit fermement que l'on peut y réussir sans mettre sa vie en péril pour tenter à tout prix de rejoindre l'Europe. En réalité, par moment, ces jeunes-là qui vont en pirogue investissent de l'argent pour y aller. Ils économisent pendant très longtemps, la famille aide à financer et ils partent. Avec ce même argent, ils pourraient être plus heureux ici. Mais il faut le connaître. Il faut le comprendre plutôt. Et je pense que quand ils arrivent là-bas, finalement, avec le recul, ils se disent « j'aurais pu faire quelque chose ici. J'aurais pu investir ici, ça aurait pu marcher avec ces mêmes fonds-là et j'aurais été plus heureux. » Parce qu'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, pouvoir s'insérer, parce que déjà, quand on a les papiers, c'est dur. Quand on est sans papiers, ça l'est encore plus. Trouver un travail par moment, c'est très dur. C'est pour ça qu'on voit des diplômés qui ont un Master 2, par exemple, qui font vigile devant Sephora, alors qu'ils sont très intelligents, mais maintenant, ils se contentent du peu parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Moi, je recommande de créer de la valeur ici. Parce que je me dis, quand on crée une entreprise ici, ce n'est pas une personne qu'on enrichit, mais c'est vraiment un groupement de personnes. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'embauche beaucoup de personnes et indirectement, ces gens-là aussi font plaisir aux membres de leur famille. Donc, indirectement, on crée quand même de la valeur à une très grande échelle. L'Eldorado se trouve souvent ici, quoi. C'est un peu comme l'alchimiste de Paulo Coelho, où le gars fait le tour du monde pour se rendre compte que son trésor était juste à côté de lui. C'est souvent ça le cas. Mais des fois, il faut aussi parfois faire ce tour du monde-là pour connaître la valeur de ce qu'on avait à côté. Notre continent, c'est le continent qui a la démographie la plus croissante. C'est le continent qui est le plus riche en minerais. Donc c'est paradoxal qu'on soit les plus pauvres financièrement. Et je pense que c'est uniquement nous qui pourrons créer cette richesse-là. Et je pense qu'à chaque échelle, chacun peut être acteur du changement. Vous, à travers ce que vous faites, vous pouvez être acteur du changement. Moi, pareil. Le changement, des fois, est tout petit. Celui qui prend conscience que jeter des ordures à la poubelle, c'est un gage de changement. Pour moi, déjà, poser une brique. Il n'y a pas de petit projet, en réalité. Donc, je pense que l'Eldorado se trouve en Afrique pour moi aujourd'hui. Comme Abba, de nombreux expatriés rêvent de revenir dans leur pays pour y créer de la valeur et entreprendre. Mais bien souvent, la peur et l'incertitude les poussent à renoncer et à rebrousser chemin. Moi, je dis souvent qu'il faut être là déjà. Rester en Europe en disant je veux monter un petit business ici, aller chercher un cousin qui ne travaille pas pour lui donner un business à gérer, ça ne marchera pas. En fait, il faut être là, il faut déjà comprendre son marché, comprendre sa cible. Si vous avez un produit de niche par exemple et que vous visez une certaine clientèle, donnez-vous les moyens d'atteindre cette clientèle-là. Mais pour moi, il faut être là pour comprendre le marché. Les études de marché, tout ça, c'est très bien, mais je pense qu'il faut vraiment être là. Quand on est là, on a d'autres sensibilités, d'autres réalités qu'on capte nous-mêmes. Mais pour moi, rester en Europe en disant je veux monter quelque chose ici, piloter à distance, pour un début, ça ne marchera pas. Ça ne marchera malheureusement pas. Et je pense que l'une des plus grandes difficultés que moi-même, je n'avais même pas calculé au début, je ne me disais même pas que ce serait une difficulté, c'était les ressources humaines quand même. Parce que moi, au début, j'avais pensé tout le projet sans jamais me dire que les ressources humaines seraient une difficulté. Et c'était quand même très, très dur. Mais souvent, je prenais du recul en me disant, mais comment ça se fait qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'emploi au Mali, que les jeunes cherchent du travail, mais une fois qu'on leur donne du travail, ces derniers ne veulent pas travailler. Comment est-ce que ça se fait? Donc, moi, je pense que c'est profond. Je pense que c'est vraiment un problème sociétal.
Parce que quand je prends nos sœurs, quand je prends les femmes sont responsabilisées très vite au Mali quand même. Une femme, déjà à 12 ans, elle commence à faire la cuisine, elle va au marché, elle fait le ménage à la maison, elle a une responsabilité, elle a des comptes à rendre. Et elle a 18 ans déjà, elle a une certaine indépendance. Elle sait comment travailler. Le jeune homme en général va à l'école, il va au foot, il vient, il lave même pas ses vêtements, il sort, il se lave, il mange et il dort. Après, il va à l'université, il a son diplôme, mais en réalité c'est un grand enfant, il n'a jamais travaillé, il n'a pas fait de stage, il ne connaît pas vraiment le milieu du travail, il ne connaît pas les codes. Même dans un entretien, il ne sait pas comment se présenter par moment. Donc ce dernier, en fait, quand on le prend, il faut malheureusement refaire son éducation professionnelle et ça demande beaucoup de temps. Et finalement, on se retrouve formateur, parce qu'on se retrouve à former énormément de jeunes. Une fois qu'ils sont très bien formés, ils se disent « Ah, maintenant j'ai un très bon niveau, donc je vais aller voir ailleurs ». Donc finalement, on devient un centre de formation. Mais c'est vrai que moi, je pense que pour les gens qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres pays occidentaux et qui veulent venir investir, je vous dis venez, mais franchement, venez vous-même. Venez mettre un pied ici. On peut générer de l'argent en le créant ici, donc venez, faites-le, mais ne comptez pas sur une autre personne pour le faire à votre place. Et je trouve aussi qu'il ne faut pas... Je trouve qu'il faut une humilité quand on vient. Je trouve qu'il faut se dire qu'il y a un certain jugement qu'on a parce qu'on a vu d'autres choses dans le monde. Donc c'est peut-être aussi notre rôle de partager ce qu'on a vu. Parce qu'on ne peut pas en vouloir à l'autre de ne pas connaître ce qu'il n'a jamais vu. Donc c'est aussi à nous de lui dire ce qu'on veut. Ce que lui, par moment, aura des idées arrêtées parce qu'il n'a pas vu ce qu'on a vu. Il y a certaines galères qu'il n'a pas connues. Nous, l'éthique du travail, on l'a parce que là-bas, tu arrives en retard une, deux fois, tu es viré. Il n'y a pas de « papa était malade » ou « non, c'est le Juma ». Il n'y a pas de prétexte comme ça. Ou « non, j'ai une tontine ». Tu dis ça à un employeur en Europe, il va dire que tu es fou. Donc peu importe, tu arrives à l'heure. Il n'y a pas de prétexte. Et ça, déjà, ici, c'est un gros challenge. Quand on dit à quelqu'un d'être là à 20h, souvent on dit heure européenne ou heure africaine. Même nous, on lui dit 20h en disant qu'il sera là à 21h. C'est dommage, mais c'est malheureusement comme ça. Et ce sont ces petites choses-là qu'on doit changer petit à petit. Abba Haïdara est l'incarnation du patriotisme et de la détermination. Après des études en France et malgré de belles opportunités en Europe, il choisit de revenir au Mali, mu par la conviction profonde que l'Afrique regorge de possibilités. Son parcours, marqué par le courage et la persévérance, inspire une jeunesse africaine qui croit en son potentiel et veut bâtir un avenir meilleur. En participant à Retour Gagnant, il souhaite prouver que son retour est un modèle de réussite et inciter d'autres à franchir le pas. Véritable vitrine des talents revenus au pays, l'émission met en lumière la valeur des compétences acquises à l'étranger, tout en sensibilisant aux dangers de l'immigration irrégulière. Par son format mêlant documentaire, réalité et interaction avec le public, Retour Gagnant devient un catalyseur d'espoir, rapprochant Maliens de l'intérieur et de la diaspora autour d'un même objectif, un Mali prospère et rayonnant.